Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Alors un face-à-face, je suis très heureux de recevoir, et je vais vous dire ce livre. Si vous voulez laisser les médicaments, laisser les remèdes, laisser tout cela, pas tout bien sûr, mais un certain nombre, parce que là, je vais vous dire, c'est pas de l'ARN messager. C'est un livre roboratif, c'est un livre instructif, et c'est un livre qui montre très bien quoi ? Les paradoxes de la pensée progressiste, pour le dire autrement, la pensée cancel culture, la pensée woke, la pensée bobo gaucho, etc., qui, vous le savez, est un élément dominant, que ce soit médiatiquement, pas partout, heureusement, et que ce soit à l'université, que ce soit ailleurs. Et un certain André Perrin, agrégé de philosophie de son état et ancien professeur de classe préparatoire aux grandes écoles. Donc on avait reçu déjà André Perrin pour l'un de ses premiers livres, Le scène de la vie culturelle intellectuelle en France. Et là, André Perrin, d'abord, bonjour. Bonjour. Alors André Perrin, d'abord, pour écrire ce livre, vous avez quand même d'ailleurs Jean-Claude Michéa que j'apprécie, et plus que ça, enfin, qui a fait la préface, et il dit, à la fin, c'est assez joli, il dit, André Perrin a accepté de s'astreindre pendant plus d'une année, on admira au passage sa patience et son courage, à écouter en continu la radio d'État et à lire chaque jour la presse dite par qui de référence. Alors, je salue ici un soldat, vous étiez à Austerlitz, voilà un brave, comme disait l'empereur. Non mais c'est vrai, tous les jours, vous étiez devant votre poste, radio et télévision et presse. Télévision, non, je ne suis pas du tout téléspectateur, je regarde tout au plus la grand-messe du soir sur la 2e chaîne, et c'est à peu près tout. En revanche, j'écoute la radio régulièrement, et cela depuis 50 ans, et j'ai toujours écouté la radio publique. La radio d'État de service public, c'est voilà, ça. À laquelle je suis attaché. Bon, parce que d'abord c'est une radio qui a une certaine qualité, en dépit effectivement d'orientations idéologiques qui sont parfois contestables et surtout pesantes. Ce qui fait que j'ai l'occasion de le dire, je n'écoute les radios privées généralement que lorsque le service public est en grève. D'accord. Ah oui, vous êtes concentré sur la radio publique. Oui, mais c'est à la fois une vieille habitude, et par ailleurs, je ne la déteste pas totalement. Je regrette simplement chez elle un manque de pluralisme et une orientation idéologique qui est, je l'ai dit, pesante. On va en parler effectivement tout au long, vous en parlez très bien dans votre livre. Non, mais ce qui est intéressant effectivement, parce que c'est vrai que dans ces radios il y a des émissions tout à fait remarquables, mais il y a effectivement un parti pris quelque part sur lequel on peut s'interroger. Et donc vous parlez en fait, d'ailleurs c'est dans le titre, mais la pensée progressiste. Alors cette pensée progressiste qui effectivement domine, d'ailleurs pas seulement dans les radios de service public, je dois dire, même si vous ne les écoutez pas dans les télévisions de service public, à France Télévisions, c'est pas mal non plus. En tout cas, on retrouve un certain nombre de lignes rouges tout à fait similaires. Quand vous dites, en fait, comment on pourrait définir ce progressisme, cette pensée progressiste, André Perrin ? Oui, alors pensée progressiste, à vrai dire, ce dont je parle, ce serait plutôt ce qu'il faudrait appeler la pensée néo-progressiste. Pourquoi pensée progressiste ? La pensée progressiste, si on remonte à ses origines, c'est celle qui, au fond, est l'héritière de la philosophie des Lumières, et qui a trouvé sa traduction politique dans la Révolution de 89. Bon, cette pensée-là, elle a un certain nombre de caractéristiques. C'est une pensée qui croit à l'universalité des droits de l'homme. C'est une pensée qui croit au savoir et au caractère émancipateur du savoir, qui croit à la science, qui croit à la laïcité. Et c'est aussi une pensée qui, en tout cas à partir de la fin du 19e siècle et du début du 20e, avec l'affaire Dreyfus, s'est engagée dans la lutte contre l'antisémitisme, en dépit d'une tradition antisémite chez les penseurs socialistes du 19e siècle. Voilà, c'est tout ça la pensée progressiste telle qu'elle a été à l'origine. Or, ce progressisme-là a
un peu disparu, enfin il demeure chez certains. Oui, Ils mais sont un peu beaucoup disparu, je dirais. Oui, mais si vous voulez, cette pensée progressiste, chez ceux qui s'en réclament encore, qui en gardent le nom, ou qui gardent le nom de gauche qui en était la forme politique, si vous voulez, elle a évolué dans un sens dont on peut dire que c'est un petit peu une trahison. Jacques Julliard l'avait fort bien montré, en particulier dans son livre Comment la gauche a déposé son bilan. C'est-à-dire qu'elle a renoncé à la laïcité, elle l'a paradoxalement abandonné à des courants politiques qui n'étaient pas réputés pour être très laïques autrefois. Elle a renoncé aussi à l'universalité des droits de l'homme au profit d'idéologies différentialistes et communautaristes. Et elle a renoncé, hélas, à la lutte contre l'antisémitisme, comme on peut le voir de manière dramatique depuis quelques années. Tout à fait, et encore plus aujourd'hui. Mais justement, André Perrin, c'est intéressant parce que beaucoup d'entre nous, je crois, et quand on voit la vraie philosophie progressiste, les Lumières, parce on jette le bébé Lumière avec l'eau du bain, mais il y a des choses magnifiques dans les Lumières, il ne faut pas les oublier. Mais là, il y a eu quand même une espèce de chemin de traverse, de dérapage et autres. On va en parler avec le wokisme, par exemple, avec le communautarisme, vous parlez, le politiquement correct. On va parler de tout ça parce que ce que vous décrivez dans votre livre, dans ces chroniques qui font ce paradoxe de la pensée progressiste, il y a quand même des perles, je dirais des perles de culture, ou je dirais plutôt des perles d'inculture, qui sont quand même tout à fait remarquables, qu'on voit. Alors, tous ces mots, c'est pour ça extrême droite, fachosphère, dans un autre, l'écriture inclusive, la cancel culture, ce féminisme ou ce néo-féminisme, vous en parlez de manière extrêmement précise, et surtout aussi, vous donnez des exemples, c'est-à-dire vous ne manquez pas de donner des extraits, et on va parler ces extraits juste pour mettre l'auditeur en appétit. On va reprendre après le bulletin, les bulletins d'information. C'est qu'il y a juste, je vous donne un merveilleux petit exemple, par exemple, voilà, c'est magnifique. Maboula Soumaoro, vous dites, déclare, d'ailleurs, c'est vrai, c'était sur tous c'était un sonore. Un homme blanc ne peut pas avoir raison contre une noire ou une arabe. C'est très intéressant. On va revenir là-dessus, mais je vous donne ça simplement. Ça, c'est magnifique. La philosophe Manon Garcia a invité le 27 juin au matin de France Culture pour parler de l'avortement aux États-Unis. Elle déclare, et vous citez même la minute où elle le déclare, si vous avez été enceinte ou enceint, vous savez que ce n'est pas marrant d'être enceint ou enceinte pour la plupart des gens. Alors écoutez, je ne suis pas tombé enceinte, donc je ne peux pas répondre pour elle, mais c'est très intéressant de voir qu'un homme peut être enceint, et elle n'est pas la seule à le penser. Et enfin, pour la bonne bouche, je finis avec cela magnifique. Ça, c'est formidable. C'est Christophe Rameau des économistes atterrés qui dit sur France Culture, moi je dis que s'il y a du chômage, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'emplois. Alors là, quand on atteint ce summum d'intelligence et de lucidité, on peut tirer l'échelle. On se retrouve tout de suite après les informations. Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Je suis pas le seul à être dans tous mes états, André Perrin, mais il est beaucoup plus calme, lui, il le fait à l'humour et il a raison. Un paradoxe de la pensée progressiste qui vient de paraître avec un avant-propos de Jean-Claude Michéa aux éditions de L'Artilleur. Alors, André Perrin, on va commencer un tout petit peu à énumérer, oui. Jean bafouille. D'abord, qu'est-ce qui a fait que et vous l'avez senti en bon écouteur et en bon entendeur, salut. Qu'est-ce qui a fait que les ondes, on parle de celles que vous écoutez, mais il n'y a pas qu'elles, ont été petit à petit envahies, d'ailleurs l'université aussi, d'ailleurs le reste aussi, par le wokisme, par la cancel culture, la culture de l'annulation, on va s'expliquer là-dessus, bien sûr, l'écriture inclusive, etc. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, et je veux pas remonter, on va pas remonter à Jacques Derrida, à la déconstruction, tout ça, et à la French Theory, simplement,
qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il est apparu absolument indispensable pour un certain nombre de gens, médiatiquement, à l'université ou ailleurs, de devoir embrasser cette culture, et justement par rapport à l'extraordinaire différence par rapport à la pensée vraiment progressiste, à la pensée des Lumières. Le dérapage, on avait commencé à parler, ce dérapage a eu lieu quand même de façon assez massive à un moment donné. Oui, alors je crois que son origine, alors dans la French Theory, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait pertinent. En revanche, il y a une origine américaine sans aucun doute. Du reste, l'expression aussi bien politiquement correcte, politically correctness, que je vois que vous donniez une leçon d'anglais tout à l'heure, alors j'espère ne pas trop mal prononcer. Non, très bien. Donc le political correctness, la cancel culture, le wokisme, tout cela, tous les mots eux-mêmes, effectivement, viennent de l'américain. Et ce sont des choses qui sont nées, en gros, sur les campus des universités américaines à la fin des années 60, au début des années 70. Ça fait quand même plus de 50 ans. Ça fait plus de 50 ans, et bien sûr, mais ça s'est développé progressivement. Ouais. Alors, oui, la question est de savoir comment ça a rejoint et contaminé et déformé l'humanisme et le progressisme traditionnel. Tout à fait. Le point de départ, ce sont des protestations et des luttes parfaitement légitimes, qui concernait le racisme, qui concernait le sexisme, etc. Donc vous avez eu à l'origine des militants, en particulier afro-américains, qui, dans le cadre du politiquement correct, qui protestaient contre par exemple, l'usage de certains vocables qui leur paraissaient offensants à juste titre, tout à fait légitime. Et donc on a remplacé nigger par black, etc. Et puis, si vous voulez, petit à petit, vous avez eu une évolution de type communautariste, où on a réclamé des droits singuliers, particuliers, pour des communautés. Et alors, vous avez ensuite un développement qui a été... Alors, le wokisme, si vous voulez, le wokisme, c'est la même chose. L'origine, c'est donc un verbe anglais qui veut dire éveiller. Donc, il faut être éveillé aux discriminations diverses, aux injustices de toutes sortes, aux injustices subies par les minorités ethniques, sexuelles, les homosexuels, les noirs, et puis les femmes, bien qu'elles ne soient pas une minorité, mais enfin qui sont assimilées d'une certaine manière. Donc tout cela, bien sûr, est parfaitement légitime. Mais ça s'est ensuite... Vous avez eu un certain nombre d'outrances qui ont rendu ces causes tout à fait contestables dans leur... Tout à fait. Alors André Perrin, justement, moi ce qui est intéressant, ça, le constat, on le sait, mais comment vous expliquez, si vous avez une explication, j'avoue que je n'ai pas, ce dérapage qui est d'un côté, parce que comme vous dites, c'est légitime au départ, mais ça a dérapé. Est-ce que c'est le balancier qui arrive toujours, c'est tout excès va au bout de son excès, ou tout pouvoir au bout de son pouvoir? Qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à la folie des statues rasées, des livres corrigés, de Harry Potter, etc., censurés, etc., etc. Ce basculement, est-ce que c'est un basculement, là? Oui, alors le basculement, si vous voulez, il n'y a pas seulement un basculement, parce que, après tout, la volonté de faire taire ceux avec lesquels on n'est pas d'accord, ça n'est pas entièrement nouveau. C'est pas nouveau, c'est clair. La volonté de censure, on l'a connue bien avant dans des États totalitaires. Bien sûr. L'intolérance, là aussi, n'a pas attendu. Alors, je crois qu'il y a des formes nouvelles qui ont été prises, en particulier, alors parce qu'on parlait du progressisme et de son évolution. Je crois que là, j'ai repris, si vous voulez, un petit peu les thèses qui ont été fort bien développées par Jacques Julliard sur ce qui s'est passé. Il s'est passé que il y a eu une évolution sociale, une évolution de la classe ouvrière
Il y a eu d'abord il y a eu Solzhenitsyn, il y a eu qui a été un moment important qui a précédé l'effondrement de l'Empire soviétique. Avec cet effondrement de l'Empire soviétique, eh bien la fin de ce qu'on appelle les grands récits révolutionnaires et la fin de lutte sociale qui se passait sous le régime de la lutte des classes. En même temps, la classe ouvrière a connu un certain déclin, les classes moyennes, elles, se sont développées. Et l'évolution de la gauche à partir de 1981 en particulier, bon, tout le monde la connaît. Enfin, il y a ce paradoxe qui fait que François Mitterrand se fait élire sur un mot d'ordre, un marxiste, et plus que ça, sur un mot d'ordre qui est rupture avec le capitalisme. Bon. Et bon, on a bien vu de quelle manière ça a donné, on a rompu avec le capitalisme à partir de 81. Bon, inutile d'en faire tout le détail, mais bon, ensuite, si vous voulez, bien regardez ce qui a suivi après. Bon, il y a eu Terra Nova, le think tank Terra Nova. Alors oui, ça je pourrais y venir plus tard. Mais, allez-y. Mais voilà. Alors ensuite, bon, il y a eu Michel Rocard qui n'était pas quand même le plus grand adversaire du capitalisme, et puis bon. Pierre Bérégovoy, dont la politique a plutôt été une politique de dérégulation, et puis ensuite il y a eu Lionel Jospin, bon, avec une politique, privatisation, une politique de privatisation, je crois, à hauteur de 31 milliards, qui a battu tous les records de privatisation de tous les gouvernements. Bon, et puis ensuite ça a été François Hollande, là aussi, qui n'a pas été quand même un très grand révolutionnaire, si vous voulez. C'est clair. Et puis alors, vous avez raison, il y a Terra Nova. Je pense que la note de Terra Nova, elle est très importante. Parce que là, elle est vraiment au cœur de ce qui s'est passé, lorsque un think tank très proche du Parti socialiste explique que bon, la classe ouvrière s'est terminée, le prolétariat s'est terminé. De toute façon, on les a perdus. De toute façon, ils votent mal. Ils se sont tournés vers la droite et pire encore vers l'extrême droite. Il n'y a plus rien à en tirer. Donc, il faut un nouveau peuple. Et ce nouveau peuple, de nouveaux électeurs. Voilà. Et on va le trouver dans les minorités. Alors, les femmes, bien sûr, faisant partie des minorités, mais les femmes, les jeunes, les immigrés, les marginaux, etc. Les LGBT, les minorités sexuelles, ethniques, etc. Voilà. Et donc, à partir de là, la rencontre avec le courant américain de du politiquement correct, du wokisme, se fait tout naturellement. La jonction se fait tout naturellement. Et c'est ça qui est intéressant, parce que votre livre montre, donne un témoignage tout à fait intéressant. Vous prenez la température de cette jonction. Parce que tous les exemples, ou pratiquement tous les exemples que vous donnez, ils sont très parlants en plus, puisque vous donnez des témoignages qui sont à la radio, des journaux, etc. Et c'est extraordinaire, parce que, honnêtement, on voit jusqu'à l'incandescence où ça a été porté. C'est-à-dire que ça arrive, encore une fois, j'ai cité quelques... Mais on va parler d'un peu tout, mais prenons au hasard, en tout cas au hasard, je te parle de votre livre, par exemple, par exemple, vous parlez à la matinale de France Culture, je vous cite, et je voudrais qu'on développe là-dessus, 30 mai 2023, il n'y a pas longtemps, consacré à l'histoire de la violence et de sa récupération politique. Donc, il y a le politologue Sébastien Rocher qui est là, et l'historien Arnaud-Dominique Hout. Alors, fait la déclaration suivante à propos des députés LFI, la France Insoumise. Et il dit, on leur reprochait de ne pas porter de cravate, on leur reprochait de ne pas bien parler, alors qu'à l'inverse, le RN, le Rassemblement National, mettait une cravate pour habiller ses discours de haine. Et donc, ça, alors vous épigolez là-dessus. Et d'ailleurs, je le dis tout de suite, c'est vraiment intéressant. Et vous citez François Ruffin, mais je vais revenir sur François Ruffin. Alors, la haine, c'est pour ça que vous avez utilisé la haine cravatée et la tendresse débrayée. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que ce renversement de concept? C'est-à-dire que, voilà, ces salauds de fascistes, ils sont en cravate, et les autres, oui, mais parce que ce sont des progressistes, ou enfin, appelons-le comme on veut, ils sont, en chemise.
Oui, alors si vous voulez, le problème c'est qu'il y a actuellement tout un discours sur l'extrême droite. Enfin, on entend absolument tous les jours parler de l'extrême droite. La fachosphère, etc. La fachosphère, etc. Ouais. Y compris, je pense, au moment des législatives de 2024, donc il n'y a pas très longtemps, au second tour des législatives, c'était donc... ça devait être entre le 1er et le 5 juillet 2024. Donc moi j'ai écouté, comme d'habitude, la matinale de France Culture. D'accord. Le matinalier a des invités. Eh bien, c'était la semaine qui précédait l'élection. Donc, en principe, il doit y avoir un certain équilibre, un certain pluralisme. Oui, c'était en pleines élections. C'était en pleine période électorale. Ouais. Bon, c'est là où, normalement, on surveille, on contrôle l'impartialité du service public. Bien sûr. Bon, pendant toute la semaine, il n'a été quasiment question à la matinale que de l'extrême droite. Hein, ouais. Pas forcément en France, aussi on a parlé de l'extrême droite, je ne sais pas, en Italie ou ailleurs, je ne sais plus. Hein, les invités étaient tous du même bord, hein, sauf, alors le premier jour, je crois, il y avait sur les 3 invités, il y avait un journaliste de l'opinion, mais comme il était question de l'extrême droite, il était... C'est pas l'extrême droite, l'opinion, quand même. Non, c'est pas l'extrême droite, mais c'était le seul journaliste qui ne soit pas de gauche, et il était d'accord avec les autres, puisqu'il s'agissait de parler de l'extrême droite. Bon. Et ça a été comme ça toute la semaine. Voilà. Donc, si vous voulez, vous avez une fixe. Ça pose de problème, celui bien sûr de l'impartialité du service public, et puis celui aussi de cette fixation obsessionnelle sur l'extrême droite. Or, le concept d'extrême droite, alors je l'ai fait remarquer dans mon livre à propos de certains intellectuels qui, à propos du wokisme, disent oh non, il faut pas parler de wokisme parce que c'est pas un concept scientifique, c'est une vague notion purement polémique, etc. Bon, je leur dis mais et le concept d'extrême droite que vous avez à la bouche tous les jours, est-ce que vous pourriez me montrer que c'est un concept scientifique, d'abord en définissant le concept scientifique, ce que personne ne fait. Hein, ou à tout le moins une idée claire et distincte, au sens où Descartes définit l'idée claire et distincte. Bon, qu'est-ce que c'est or, extrême droite, ça veut dire à peu près tout et n'importe quoi. Enfin, disons que ça connote quelque chose, bien sûr. Qu'est-ce que ça dénote Mais en l'occurrence, c'est l'auberge espagnole des fantasmes des autres. Non, je pose la question, par exemple, est-ce que être d'extrême droite, est-ce que c'est être extrêmement de droite? Mais si être de droite, c'est être libéral, est-ce que l'extrême droite est extrêmement libérale? Est-ce que ce libéralisme extrême veut davantage d'État ou moins d'État? Qu'est-ce que dit Mussolini là-dessus? Qu'est-ce qu'a fait Hitler? Bon, qui peut être d'extrême droite? Ou alors, est-ce que l'extrême droite, et là, je reviens au problème que j'avais abordé, est-ce que c'est une droite qui utilise des moyens extrêmes? Ouais. Bon, or, là, alors, comme c'est le Rassemblement national qui est désigné comme le principal parti d'extrême droite, est-ce qu'il utilise des moyens extrêmes? Bon, là, à ma connaissance, les seuls moyens, ce sont des moyens électoraux. Et les moyens... Mais il n'est pas en train de massacrer des gens avec des brigades SS dans les rues, quoi. Apparemment, personne n'a été assassiné en France par un militant de ce parti, ou d'un autre, d'ailleurs. Nous avons 12 ou 13 compatriotes juifs qui ont été assassinés. Aucun ne l'a été par l'extrême droite, ni par un catholique intégriste, ni par un bouddhiste, ni par qui que ce soit. Bon, et si on regarde la violence politique, alors indépendamment du terrorisme, mais la violence politique, disons ordinaire, lorsque l'on a des voitures incendiées, des vitrines brisées, des policiers ou des gendarmes caillassés, dans combien de cas est-ce imputable à cette extrême droite violente? Voilà pourquoi, effectivement, on chosifie. On va continuer à parler de ça, André Perrin, parce que ça va encore
beaucoup plus loin juste après cette petite pause. 0826 300 300 si vous avez envie de dialoguer, enfin de poser des questions avec André Perrin. Paradoxe de la pensée progressiste, parce que on est au cœur du réacteur, on est au cœur du sujet. Et vous savez, quand vous écoutez du matin au soir, ça irrigue, et il est temps encore une fois, de remettre quelques mots justes et quelques pensées justes, sinon progressistes. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. André Perrin, Paradoxe de la pensée progressiste, aux éditions de l'Artilleur, un livre, encore une fois, à lire. Vous savez, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Ça l'est pas encore, mais ça deviendra. André Perrin, alors on parlait d'extrême droite, de la fachosphère, de cette tendance extraordinaire, parce que là, c'est devenu vraiment, encore une fois, général, on étiquette. C'est quelqu'un, on va pas aller jusqu'à l'assassiner, hélas, comme Charlie Kirk, mais encore une fois, c'est pas très loin quelquefois. On a l'impression qu'une fois que vous avez mis une étiquette, il faut mettre un gilet pare-balles parce qu'on risque tout. Oui. Alors, pour en revenir à l'extrême droite, oui. Parce que on parlait de son concept, qu'est-ce que c'est que l'extrême droite? Autrefois, on savait parfaitement ce que c'était. La tradition d'extrême droite, elle se caractérisait essentiellement par trois choses. Premièrement, l'antiparlementarisme. Deuxièmement, le recours à la violence physique. Et troisièmement, l'antisémitisme. Bon, à l'époque des ligues, oui. Etc. Bon, Drummond, etc. Voilà, exactement. Alors, si on regarde ce qu'est devenu le parti qui recueille les voix d'un grand nombre de Français aujourd'hui, par rapport à ces trois critères, on voit qu'il n'y a rigoureusement aucun des trois qui lui correspond. Oui, le Rassemblement national, voilà. Oui, anti-parlementarisme, il l'est pas. Il s'est toujours inscrit dans la logique parlementaire. L'antisémitisme, on voit très bien aujourd'hui, il se pose même en défenseur des Juifs, et on voit très bien que c'est à l'extrême gauche qu'il se développe. Et quant à la violence politique, là aussi, on la cherche. Bon, le journal Libération va toujours chercher, mais c'est jamais avec le Front National. Il cherche des groupuscules d'extrême droite, identitaires à Lyon, qui ont commis... Oui, mais enfin, ça, c'est tout à fait... Bon, pour le coup, ça, c'est résiduel. C'est résiduel, c'est marginal, et puis c'est autre chose que le parti qui est désigné comme le parti d'extrême droite. Bon, alors, si vous voulez, il y a eu une évolution considérable depuis ce qu'a été l'extrême droite au XIXe siècle et pendant pendant la première moitié du XXe siècle, en tout cas jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Or, cette extrême droite, bon, il y a eu des prolongements à l'époque de l'OAS, etc. Bon, maintenant, depuis 30, 40, 50 ans, et en particulier avec l'arrivée de Marine Le Pen et de ce qu'elle a fait à son parti, à son propre père d'ailleurs, bon, il y a eu une inflexion considérable, et on a l'impression que du côté des progressistes, au lieu de s'en réjouir, on s'en désole. C'est-à-dire que on voudrait que l'ennemi à abattre, monstrueux, celui qui est connoté justement par le mot, voilà, on voudrait que le ventre soit toujours fécond, d'où a jailli la bête immonde. Tout à fait. Les années les plus sombres de notre histoire. Voilà. Mais c'est normal, s'ils perdent ça, qu'est-ce qu'ils ont comme argument? Exactement. Bon. Or, on peut parfaitement combattre les idées de l'extrême droite. Moi, c'est du reste mon cas. Moi, j'ai toujours été extrêmement éloigné de l'extrême droite. Vous n'êtes pas le seul. On peut les combattre avec des arguments rationnels, et on n'en manque pas, sans avoir besoin d'agiter le chiffon du fascisme, du nazisme, etc. Vous voyez ? Or, justement, des EELV aux socialistes, en passant, je ne parle même pas de LFI, c'est tout le temps, alors les fachos, vous faites les fachos. On a l'impression, non mais, là aussi je voudrais revenir, alors justement, pour aller plus loin que l'histoire de l'extrême droite, simplement, revenir à d'autres rivages, c'est-à-dire qu'on a l'impression, encore une fois, que, je dirais, il n'y a plus de disputatio, ça s'est appauvri, au Orion verbaux pour le moment, mais pas seulement. Voilà, vous êtes ceci, vous êtes là. Je reviens à l'histoire de l'étiquette, et ça reste ça, et ça reste vraiment. Et donc, je ne veux plus discuter avec vous puisque vous n'êtes pas d'accord avec moi.
La disputation, puisque vous n'êtes pas du même avis que moi, moi je suis le camp du bien, vous êtes le camp du mal, donc il faut soit vous éliminer, soit vous invisibiliser. C'est un peu ça. Oui, alors ça, c'est tout à fait ce que j'avais essayé de développer davantage dans mon premier livre, Scène de la vie intellectuelle en France, oui. Qui est porté, je crois, comme sous-titre l'intimidation contre le débat. C'est-à-dire qu'il y a effectivement depuis au moins, disons, une vingtaine d'années, 20 à 25 ans, je pense qu'on peut le dater assez précisément, il y a une véritable dégradation du débat intellectuel en France. Une difficulté de plus en plus grande à discuter entre personnes d'opinion, d'avis, de convictions opposées. Et c'est bien sûr lié justement au politiquement correct dont on parlait. Parce que le propre du débat intellectuel, c'est d'être un débat qui a pour horizon la question de la vérité. C'est-à-dire, et il s'agit de savoir si une thèse est vraie ou pas. Ce qui suppose que l'on croit également à la vérité, que l'on croit à la science, etc. Et or, avec le politiquement correct, ce qui s'est introduit dans le débat, c'est, je dirais, l'intrusion de la morale ou du moralisme. C'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est pas le vrai, mais c'est ce qui est bien selon moi. Voilà. Et donc, c'est mon narratif à moi autour du vrai. Voilà. Ou alors, ce sont mes intentions et ce sont les conséquences de ce que je pense ou de ce que je dis. C'est-à-dire, la question n'est pas de savoir si une proposition est vraie, mais d'abord, qui est-ce qui l'énonce, d'où parle-tu, camarade, voilà. Est-ce que ça n'est pas dans l'intention, dans une mauvaise intention que tu dis cela, une intention avec des motivations basses, et puis deuxièmement, est-ce que ce que tu dis ne va pas avoir des effets désastreux, est-ce que ça ne va pas faire le jeu de... Voilà. C'est aussi faire le jeu de grande expression favorite. Voilà. Et donc, on est attentif, avant tout, à ne pas être catalogué du côté de ceux dont on risque de faire le jeu. Ben oui, mais que voulez-vous ? Il arrive parfois que on dit des vérités et que d'autres vont s'en emparer, peut-être avec de mauvaises intentions, mais on ne peut pas renoncer à la vérité, sous prétexte que d'aucuns pourraient utiliser des propositions vraies pour faire des choses mauvaises. Mais là, on va jusqu'au cynisme d'un certain nombre de gens, notamment un expert en sondage qui disait, écoutez, la vérité, je veux dire un politique, je parle, on s'en fout, ce qui compte, c'est notre narratif. Le narratif est plus important que la vérité. Ah oui, on voit très bien ce que ça donne. Vous me faites penser à une fois, j'ai dû en parler dans un de mes livres, peut-être pas celui-là, j'avais entendu une interview de Sophia Chikirou. Ah oui. Et alors, c'était la France insoumise. Voilà, la France insoumise. Oui. Et c'était à propos, vous savez, du comptage des manifestants dans les manifestations. Ah oui. Parce que alors, à l'époque, il y avait plusieurs journaux de tendances tout à fait différentes, de gauche et de droite. Il y avait Libération, Le Monde, Le Figaro, je crois. Tous s'étaient mis d'accord pour demander à un cabinet qui s'appelait Occurrence, si je me souviens bien, de comptabiliser les manifestants avec des méthodes qui étaient beaucoup plus rigoureuses que celles où on comptait la rue, on voyait voilà. Et donc, c'est même Mediapart qui avait été à l'origine de ça. Et alors, les premiers résultats, ils ont été très déçus, parce que ça a fait apparaître que les chiffres donnés par Occurrence donnaient même un tout petit peu moins de manifestants que ceux de la police. Et que l'écart avec les chiffres des syndicats était considérable. Bon. Et chaque fois que le cabinet Occurrence a fait ce comptage, ça a donné les mêmes résultats, c'est-à-dire que les chiffres qu'il donnait étaient peu ou prou presque ceux de la police, inférieurs à ceux de la police, oui. Étaient peu ou prou ceux de la police. Et alors, donc Sophia Chikirou. Et alors, Sophia Chikirou, dans une interview, dit il faut pas procéder à ce genre de comptage, pas du tout. L'important, c'est que nous avons nos chiffres, la police a les siens. Eh bien, chacun ses chiffres, et c'est un combat de chiffres. Voilà, exactement. Oui, mais c'est très clair. On va continuer de parler de la vérité et des vérités, hélas, parce qu'il n'y a pas de point de vue de relativisation, malheureusement on l'utilise, avec André Perrin. Après cette petite pause, je vous rappelle 0826 300 300 si vous voulez intervenir. Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
André Perrin, restons un peu sur l'extrême droite, non pas pour occuper tout le terrain, mais quand même il y a des manifestations que vous racontez dans votre livre, Paradoxe, la pensée progressiste, je rappelle, à lire, vraiment à lire. Vous racontez ceci, ça date de juin 2024, vous voyez, un peu plus d'1 an, donc. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, proposait d'interdire aux citoyens et à une autre nationalité que la nationalité française d'occuper des emplois extrêmement sensibles, par exemple des franco-russes, des postes de direction stratégique dans la défense nationale. Très très peu de personnes. Et vous recevez, vous lui dites à l'entête de Place Publique, un texte signé de Raphaël Glucksmann. On en parle beaucoup en ce moment, Raphaël Glucksmann en tout cas. Et il expose dans ce texte, sous la forme d'une, je vous lis, sous la forme d'une anticipation de ce qui se passerait en France le 25 juin 2025 si l'extrême droite était au pouvoir, le programme du Rassemblement national. On y apprend que les 3,5 millions de citoyens français ayant une binationalité, oui, ils sont 3,5 millions, ne peuvent plus occuper d'emplois publics et de postes de l'administration selon le Rassemblement national. Or, c'était pas du tout ce qu'il disait apparemment. Non. Enfin, alors c'est une proposition d'ailleurs dont on pouvait tout à fait discuter le bien fondé. C'était pas un vrai problème parce que de toute façon, comme je l'ai dit, il est inimaginable que on nomme à un poste important quelqu'un qui serait un franco-russe pour. Bien sûr. Bon, donc c'était un petit peu un faux problème, mais ça a été l'occasion effectivement d'une désinformation et je dois dire que j'ai été un petit peu déçu par Raphaël Glucksmann, qui est quelqu'un pour qui je n'éprouve aucune antipathie, mais j'ai trouvé tout à fait regrettable, effectivement, qu'il envoie un texte qui disait des choses complètement fausses, et alors même que lui-même avait insisté dans un autre texte que je cite, sur l'importance de dire la vérité, de ne jamais faire dire à l'adversaire ce qu'il n'avait jamais dit. Or, c'est exactement ce qu'il faisait. Voilà. Mais voilà, c'est encore une illustration, si vous voulez, de la dégradation du débat public. Et on le voit d'ailleurs, vous utilisez évidemment, c'est intéressant d'égrener à l'aune de ce que vous dites et de ce que vous montrez, presque tous les faits d'actualité. On ne va pas remonter au Covid, mais Dieu sait s'il y a eu des choses à dire au Covid. Mais si on prend le Covid, si on prend le climat, si on prend la guerre Russie-Ukraine, si on prend ce qui se passe au Proche-Orient avec Israël, Gaza et compagnie, et là aussi, je reviens toujours à l'esprit public, France Culture, votre source préférée, on peut dire c'est votre gisement aurifère, on peut dire quelque part. André Perrin, vous dites ceci là, Bertrand Badi, qui est chroniqueur, là-bas, dimanche 25 février 2024. Bertrand Badi intervient de nouveau dans cette émission. Il dénonce l'indifférence devant les 30 000 morts qui s'accumulent à Gaza et le fait que les médias n'en parlent pratiquement jamais, ce qui est déjà assez étonnant. Les médias ne parlent jamais, de Gaza et tout ça, c'est intéressant. Et vous ajoutez la contre-vérité, pour le dire en français moderne, est à ce point énorme que l'animateur de l'émission, manifestement aussi suffoqué qu'Alain Finkielkraut devant les statistiques de Victorien, proteste, n'en parle pratiquement jamais, là vous exagérez quand même. Et donc, le professeur de relations internationales, Bertrand Badi, dit « Écoutez, j'ai regardé le JT de 20h le lendemain, le soir du vote au Conseil de sécurité, lorsque les États-Unis ont mis le veto. Le précédent, pas le dernier, pas un mot, pas un nom, mais un long reportage sur la taille des gâteaux secs. Et ça, je ne sais pas encore. Non, il y a une occultation de ce conflit, c'est évident. » Comment peut-il dire qu'on occulte le conflit, quel que soit le bord dans lequel on est ? Oui, écoutez, c'est un mensonge effectivement d'une telle énormité. Mais alors, vous savez ce que j'ai fait ? Oui. Moi, j'ai passé 2 journées entières à réécouter en différé la totalité des journaux télévisés de France 2 depuis le 7 octobre jusqu'à la date de l'émission. D'accord. J'ai fait ça la plume à la main et j'ai noté tout ce que l'on disait. Vous avez tout réécouté. J'ai tout réécouté. Ouais. 2 jours entiers, parce que, comme je le disais, la seule chose que je regarde à la télévision, c'est le JT sur France 2, le 20h le soir, mais pratiquement tous les soirs. Là, j'ai tout réécouté, y compris d'ailleurs ceux que j'avais manqués, parce que j'étais pas là le soir. Bon, voilà. Et j'ai noté, et j'ai pu indiquer dans mon livre, voilà combien de fois on en a parlé. J'aurais pu dire d'ailleurs combien de temps est-ce qu'on a dit. J'avais noté tout ça. Oui. Voilà. Mais effectivement, c'est épouvantable qu'on puisse
dans une émission, et en plus une émission qui est une émission de grande qualité, l'Esprit public, hein, même si on peut regretter l'époque où elle était animée par Philippe Meyer, mais bon, elle reste malgré tout une émission de qualité. C'est quand même épouvantable qu'on puisse lâcher des énormités pareilles. Bon, en l'occurrence, là, l'animateur est quand même intervenu pour redresser un petit peu, vous voyez, mais... Oui, bon. Mais oui, c'est ça. Et alors, justement, pour revenir au fond et de votre livre et du problème, cette espèce de... Alors, on a parlé de la violence, de l'étiquette, de ceci, mais cette espèce d'occultation, c'est-à-dire que si le réel et les faits, parce qu'il y a le réel et il y a les faits qui me gênent, eh ben j'en parle pas, je les occulte. C'est-à-dire, elles n'existent pas. Donc, on arrive à quelque chose qui est extraordinaire par rapport à... C'est pour ça qu'il faudrait presque plus parler de progressisme, parce que par rapport à l'esprit des Lumières, par rapport à Diderot, de Voltaire, d'Alembert et compagnie, on se dit, mais où on est? On est dans une espèce de, je ne sais pas, qu'on pourrait dire, de chez les Hurons, de jungle, où vous avez telle ou telle étiquette, telle ou telle... Et voilà, et en fonction de cela, on accepte même de vous parler, ou surtout, on va pas vous donner la parole. Je veux dire, on est arrivé, et c'est à tous les niveaux, hein, ça peut être au niveau du bistrot, de la rue, des médias et de l'université et ailleurs. Vous avez vu, juste, je finis là-dessus, le nombre de professeurs, de conférenciers, Sylvia Nagasinski et autres, interdits de parler. Vous avez vu quelques auteurs, interdits de librairie, etc., etc. Enfin, on est où ? Oui. Alors effectivement, je crois qu'il y a une perte, effectivement, du sens du réel. Et aussi, on en parlait tout à l'heure, mais vous me donnez l'occasion d'y revenir, de foi dans la science. Hein. Alors, j'entendais ce matin, justement, c'était sur France Culture, il était question à la matinale de toutes les mesures qui sont prises aux États-Unis et qui paralysent la recherche scientifique de manière autoritaire par le gouvernement Trump. Bon, tout cela, bien sûr, est extrêmement inquiétant. Bon, il y avait c'est pas totalement nouveau. Vous savez, il y avait déjà avant. Oui, allez-y. Il y avait déjà avant dans certains États, des gens qui prétendaient imposer l'enseignement du créationnisme, au moins en concurrence avec le darwinisme, etc. Bon, il y a une offensive contre la science qui se fait de ce côté-là, mais il faut voir aussi, et c'est davantage de cela qu'il est question dans mon livre, que le wokisme a mené une véritable offensive contre la science, et qui est une rupture complète avec la fuite des Lumières. Lorsque vous voyez, par exemple, que des intellectuels comme, je pense à Anne Fausto-Sterling, qui décrit, qui nous dit que la biologie est une science patriarcale et viriliste. Bon, c'est aux États-Unis, mais vous avez un philosophe français, professeur à l'université de Nanterre, qui répercute ces thèses, et qui vous explique que oui, il faut substituer à cette biologie patriarcale et viriliste une biologie qui soit matriarcale et gynarchique même. Bon, vous voyez où on en arrive. Qui est ce professeur on va pas donner son nom. Il doit être dans mon livre, je pense. Ouais. Même les mathématiques n'y échappent pas. Vous savez que vous avez aux États-Unis un programme à destination des collèges, qui est un programme qui consiste à libérer les mathématiques du racisme, parce que les mathématiques les mathématiques du racisme. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mathématiques blanches et des mathématiques noires. Exactement. C'est ça, et voilà. Et c'est un programme qui d'ailleurs est financé par la fondation Bill Gates. Oui. Il s'agit de l'intitulé, c'est démanteler le racisme de l'enseignement des mathématiques. Alors, on vous explique entre autres choses que exiger une réponse exacte en mathématiques, eh bien c'est raciste. Bon. Hallucinant. Voilà. Oui, c'est alors 2 plus hallucinant. 2 égale 4. Attention. Voilà. Attention. Alors, vous avez, en 2016, vous avez des étudiants de l'université du Cap qui avaient réclamé que l'on se débarrasse de la science occidentale, parce que le problème, c'est que la science est aujourd'hui, dans le mouvement wokiste, dénoncée comme une science qui a été faite par des hommes blancs,
est colonialiste. Bon, donc il faut la science est colonialiste. Voilà, donc il faut décoloniser la science. Elle a éteint les savoirs indigènes, qui ont leur dignité, etc. Il faut donc les restituer. Donc ces étudiants réclamaient que l'on réhabilite par exemple la magie noire. Bon, eh bien là c'était des étudiants, mais vous avez en Nouvelle-Zélande. Ouais. Vous avez des dispositions qui ont été prises pour que désormais les savoirs autochtones soient enseignés à parité avec la science occidentale. D'accord. Alors, et parmi ces savoirs autochtones, vous avez par exemple une thèse selon laquelle la pluie est provoquée par les pleurs d'une déesse, là dont j'ai oublié le nom. Mais... Bon, voilà, tout ça doit être enseigné. Doit être étudié avec la même légitimité qu'étudier les sciences. Exactement. Et alors, mais c'est pas seulement en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis. Enfin, si, sur le plan institutionnel, pour le moment, ça n'a pas encore atteint la France. Mais sur le plan des idées, vous avez des sociologues en France qui vous expliquent que il faut instaurer une nouvelle épistémologie qui est une épistémologie des savoirs situés. Ça veut dire quoi, ça? Alors, savoir situé, ça veut dire que l'essentiel pour un savoir, ce n'est pas d'être vrai, mais c'est de se placer... D'où tu parles, ça revient au d'où tu parles. C'est d'épouser le point de vue des dominés. Voilà. Il est plus le savoir des dominés qui est plus important que le savoir des soi-disant dominants. Qui est plus important que la vérité, c'est ça. Alors oui, non mais là on arrive à un des cœurs du problème. On va en parler juste avec cette dernière petite pause avec André Perrin, mais là on est au seuil, et je crois vraiment au cœur de ce qu'on appelle un vrai totalitarisme de la pensée, et très dangereux. On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. En tout cas, André Perrin, il faut le dire, est la preuve vivante que écouter en permanence la radio de service public ne vous rend pas complètement aneuronal. Vraiment, son livre, encore une fois, je le répète, je le dis, lisez-le. Paradoxe de la pensée progressiste, le camp du bien à l'heure du woke. Ça donne non seulement un certain nombre d'arguments, mais surtout ça donne des preuves de ce qui peut se passer quand on se laisse aller à cette dérive. André Perrin, on arrive on pourrait en parler pendant des heures, mais le fait que justement, au nom de la science, entre guillemets, entre grands guillemets, au nom du bien, au nom de la bienveillance, au nom de la soi-disant de leur vérité, vous montrez dans votre livre qu'on est capable de dire strictement et carrément, littéralement, n'importe quoi. C'est ça qui est quand même très dangereux dans cette histoire, et inquiétant, je dirais. Oui, alors l'exemple de la biologie dont on parlait tout à l'heure est significatif avec la question du genre, si vous voulez. On arrive à des thèses qui sont tout à fait extravagantes, et comme toujours, c'est à partir d'idées justes. De même que le politiquement correct, c'est à partir de bons sentiments qu'on arrive à des choses qui sont absolument catastrophiques. Là aussi, on part d'idées justes. L'idée juste sur le genre, on la trouve déjà chez Simone de Beauvoir. On ne n'est pas femme, on le devient. Oui. C'est une manière déjà de montrer... C'est une métaphore chez elle, c'est pas biologique. Bien évidemment, c'est une métaphore. Et puis voilà, ça signifie que tout n'est pas déterminé par la biologie, mais qu'il y a une part de construction sociale dans l'identité sexuelle. Oui, mais là on dérape et on dérive. Là. Voilà. Mais alors, à partir de là, qu'est-ce que ça devient chez les modernes, chez des gens comme Judith Butler et ses épigones, par exemple. Judith Butler, d'abord, elle va beaucoup plus loin, puisqu'elle va jusqu'à dire que le sexe est une construction culturelle au même titre que le genre, ce qui revient à effacer purement et simplement la distinction essentielle entre sexe et genre. XX et XY, ça n'existe pas. Voilà. Et puis, alors, elle nous dit que le sexe est une construction performative. Bon, alors... Performative, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle fait exister la chose en l'énonçant. Tout ça, vous savez, ça vient de Austin. Bon, lorsque il y a un énoncé performatif, l'exemple classique, c'est le maire, par exemple, qui
célèbre un mariage, je vous déclare unis par le mariage. Le fait de le dire fait que réellement, l'homme et la femme sont réellement mariés. Ouais. Mais transposé à la question du genre, eh bien, ça donne ce qu'on voit aujourd'hui. Je peux devenir femme simplement sur déclaration. J'ai un vécu, un ressenti de femme, et donc je déclare que je le suis, et par là, et c'est pourquoi des hommes peuvent être enceints maintenant, bien sûr. Bien sûr, j'ai un ressenti de chat tigré, je suis un chat tigré. J'ai un ressenti de saule pleureur, et si vous, André Perrin, vous n'êtes pas d'accord sur mon statut de saule pleureur, vous êtes raciste. Exactement. Voilà. Oui, mais justement, ça, est-ce que André Perrin, même, est-ce que ce n'est pas vraiment un totalitarisme de la fausse pensée? Est-ce qu'on n'en est pas là? Je dis pas que, attendez, on va pas jouer les Cassandres, on n'est pas en état totalitaire, mais quand même, il y a quelque chose de, je dirais, de dictatorial, de... Oui. Écoutez, moi je n'emploierais pas le mot de totalitarisme. Bon, encore que Nathalie Hennig a publié un livre où elle posait, avec un point d'interrogation, est-ce que c'est un totalitarisme? Bon, moi j'avoue que j'hésite. Le terme de totalitarisme. Non, et vous diriez quoi? Écoutez, je parlerais plutôt de tyrannie. Je pense qu'il y a une tyrannie de la pensée et qui se voit d'ailleurs dans la manière de traquer le langage des autres, de chercher à tout prix à les reprendre, à exiger qu'ils parlent la novlangue qu'on veut imposer. Vous savez, il y a une très belle intervention de Barack Obama sur le wokisme. J'en ai conseillé la lecture à ceux qui disent que le wokisme n'existe pas. Ouais. Je leur ai dit, demandez à Obama, lui il y croit. Il est bien placé pour savoir comment ça se passe aux États-Unis. Et Obama a dit, écoutez, oui, le wokisme c'est bien gentil, il y a des injustices, d'accord, mais c'est surtout une manière, une posture pour des gens qui se disent, oh là, j'ai montré que l'autre était raciste, ça montre à quel point moi je suis antiraciste, regardez comme je suis super woke. Oui, voilà, je suis bien, je suis beau et j'appartiens au camp du bien. Obama a bien vu les choses. Très bien. En tout cas, vous aussi, le camp du bien à l'heure du woke, paradoxe de la pensée progressiste. Et quand vous dites paradoxe, je vous trouve très indulgent. Vous allez beaucoup plus loin, à mon sens. En tout cas, André Perrin, merci de votre livre.